Bonjour et bienvenue à B-Back Podcast. Aujourd'hui, je reçois Dominique Dubois, coach et formateur en concession. En fait, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui a rapport à la maximisation de la satisfaction client et comment on peut booster les ventes le plus possible en concession. Donc, vraiment un podcast qui va être dédié à, si on veut, l'optimisation d'un concessionnaire et de tout ce qui s'y rattache. Donc, salut Dom, comment ça va? En forme, toi? Ça va super bien. Merveilleux. Sauf que je m'enfarge un petit peu ce matin. Je me suis battu avec mon rasoir, donc pour ceux qui écoutent en audio, c'est correct pour vous. Sinon, je m'excuse pour ceux qui écoutent sur YouTube. Vous voyez ma belle moustache de Mario Bros. Moi, j'adore ça, personnellement. Ouais? Great work. Parfait. Ma blonde un petit peu moins. Dom, prends deux petites minutes, juste nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est la deuxième fois que tu viens au podcast. Tu viens de livrer un autre contenu, mais pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier, je vous conseille d'écouter le premier. Mais sinon, raconte-nous un peu ton parcours dans l'automobile, puis qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui, en fait, moi, je suis dans l'automobile depuis que j'ai 18 ans, puis j'ai 36 ans bientôt cet été. Ça fait quand même un petit bout de temps. Depuis, j'ai été représentant. J'ai fait directeur du renouvellement, directeur adjoint, directeur des ventes, directeur général des ventes. J'ai fait un peu tous les steps à faire en concession. Puis depuis 2018, j'ai parti ma compagnie, Production Dominique Dubois. J'ai fait des ventes privées. Puis en parallèle, je faisais aussi de la formation. Okay. Puis j'ai vraiment trouvé que la formation, j'étais vraiment sur mon X. Fait que maintenant, depuis 3 ans, je donne de la formation à temps plein. En ce moment, je suis sous contrat avec le groupe Lausier. J'adore ça. Je fais toutes les concessions, autant le récréatif que l'automobile. C'est que c'est vraiment un beau juste milieu entre les deux. Puis je fais un suivi journalier avec chaque représentant, puis m'assurer que la track est suivie et tout, okay. Intégration de procédures et tout. Mm-hmm. Fait que je trippe, j'ai vraiment du fun. Fait que t'es vraiment day-to-day dans les concessionnaires. Là. Tu te promènes, puis tu interagis avec le concessionnaire. C'est pas exact. Du coaching. Hey, je viens, je te parle 1 heure d'un principe de vente général, puis après ça, je m'en vais, puis arrangez-vous avec vos affaires. Non, de la manière que ça fonctionne, en fait, c'est que j'ai chaque lundi matin, j'ai un meeting avec la personne dans le groupe à qui je me rapporte, en fait. Mm-hmm. On fait notre liste de priorités, puis comme ça, je fais mon horaire autour de cette liste de priorités-là. Parce qu'on s'entend que c'est vivant, une concession. Mm-hmm. Hein, c'est que ça bouge, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours des fois, la priorité de la semaine passée n'est plus la priorité de cette semaine. Mm-hmm. Fait comme ça, on peut suivre l'évolution, en fait, de chaque représentant. Il y en a des fois qui vont avoir plus besoin d'aide que d'autres, plus besoin de coaching. Ouais. Fait que ce qu'on fait, c'est on priorise ça chaque lundi matin. Okay. Comme ça, je fais mon horaire, puis je vais dans toutes les concessions pendant la semaine le plus possible. Ouais. À moins qu'il y ait des mandats spéciaux et tout. Mais c'est ça que je fais à temps plein. Cool. Yeah. Si on rentre un peu dans le vif du sujet, comment, si on veut booster les ventes ou comment augmenter les ventes en concession ou améliorer la rétention client, donc l'expérience client au bout de la ligne, parce que évidemment, ça a un lien direct. Là, plus le client se sent pris en main, plus le client est content. En général, plus on va générer de ventes et le concessionnaire va se porter de mieux en mieux. Je sais que tu étais une de tes très grande force auparavant, j'imagine que celle-là encore, ce serait encore aujourd'hui si tu travaillais encore comme vendeur, mais je sais que tu avais un taux de rétention qui était exceptionnel dans le temps. T'es capable de m'en parler un peu de c'est quoi les secrets d'avoir une bonne rétention? Écoute, c'est compliqué, mais c'est simple. C'est un peu contradictoire, là, mais faut que tu sois intéressé au client. Si t'es pas intéressé, si le client, c'est juste une personne une personne que tu veux vendre un char, si tu arrives à vendre le char, ben, tu crées pas de relation avec lui, ben, t'es juste l'autre gars qui a vendu un char, il se souvient pas de toi. La rétention, c'est un suivi. Ta relation avec le client, là, elle ne termine pas quand il prend possession, elle commence. L'importance de garder un suivi, moi, j'appelais les clients là, à leur fête. Je les appelais, j'envoyais une carte de Noël à la fin. Tu sais, nous autres, on les faisait à mitaine, mais à la fin, j'avais des boîtes de choses pleines de cartes. Là, je veux dire, puis je les écrivais tout à la main, j'y signais. Mais il faut que tu fasses la différence. C'est pas normal que le client rentre en concession 3 mois après avoir pris possession et tu te souviens pas de lui. Je veux dire, il faut que tu aies créé quelque chose. Il faut que tu t'intéresses au client. Il faut que tu t'intéresses au client. Si tu ne t'intéresses pas au client,
Tu peux pas t'attendre à avoir des miracles puis t'attendre une fidélité de sa part, tu sais. C'est une petite affaire que je faisais là, qui était osée un petit peu, je veux dire, c'est quand c'est la fête du client, je l'appelais 2 fois, back-à-back. Je l'appelais privé à l'heure du souper, le numéro privé, à l'heure du souper à 6 heures, pendant qu'il était en train de souper avec ses proches. Là. Okay. Je l'appelle numéro privé, s'il ne me répond pas, je le rappelle du numéro du dealer. Mais quand quelqu'un t'appelle 2 fois back-à-back, là, tu réponds à un moment donné. Puis je disais juste... Bonjour, M. Gagné, c'est Dominique de chez Acura de Laval. Je voulais juste vous appeler pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Écoutez, je sais que vous êtes sûrement en souper avec votre famille, mais profitez-en, laissez-vous gagner. Laissez-vous gâter, excuse-moi. Puis là, il est un petit peu sous le choc, puis je raccrochais. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? C'est que tu viens d'instiguer, tu viens de créer une conversation autour de toi à son souper de fête. C'est quand même spécial. Puis quand tu l'appelais privé, puis après, il répondait pas, puis après, tu l'appelais du numéro du dealer, ben... C'est ça qui vient de m'appeler? Ben non, je comprends pas. Fait que tu peux justifier que c'est pas toi qui l'as appelé 2 fois back-à-back. T'as l'air un peu fucké. Exact. Puis, est-ce que tu as un autre truc qui te vient en tête rapidement pour la rétention? C'est un excellent truc. Ça. Les fêtes, là, occasion spéciale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu te rappelais ou que tu notais ou que tu prenais en note d'un client? Je l'avais dit dans notre podcast précédent. Les clients, je leur demandais tout qu'est-ce qu'ils mettaient dans leur café. Tout le monde. Son affaire de travail, c'était écrit en haut, mettons, un S, un L, un sucre, un L, mettons. Je savais, c'est que la personne, quand elle revenait... Ouais, genre. Quand le client revenait, ben, j'avais son café qui était prêt exactement comme il le prenait. Tu sais, c'est des petites choses qui font toute la différence. Le client va se souvenir de toi quand tu fais ça. Ah, le gars qui m'a demandé qu'est-ce que je mettais dans mon café. Ah, le gars qui m'a parlé de mes enfants qui jouaient au hockey, c'est ça. Il m'a parlé, lui, c'est lui qui est son bas. Sa sœur était mariée avec Martin Brodeur. Ah, tu sais, ça fait juste... faut que la personne se souvienne de toi, mais nous, dans le fond, on a des centaines de clients souvenir. Lui a un représentant souvenir. C'est pas normal qu'il ne se souvienne pas de ton nom. Si toi, tu t'en souviens pas, à la limite, tu prends les moyens pour pouvoir t'en souvenir. Tu sais, t'écris, mais lui, si tu te souviens pas de toi, c'est parce que tu as zéro fait la différence. Je comprends. Puis, selon toi, question plus overview, est-ce que c'est plus difficile de faire de la rétention en location ou en achat pour un représentant? Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire de la rétention en location. Les clients veulent pas quelque part, quand tu es en location, ils ont l'impression d'avoir à revenir au dealer absolument, ce qui n'est pas le cas. Mais l'impression qu'un client va avoir pèse beaucoup dans la balance. Mais il y a quand même besoin de revenir à un certain point et de le porter. Non. Ah, ben non, c'est vrai, ça, dans un concessionnaire. Une autre concession peut le racheter et tout, mais eux ont un sentiment d'appartenance X, dans le fond, à la concession. Puis en plus, si tu fais la différence, il va vouloir faire affaire avec toi. Moi, j'avais un taux de rétention qui était relativement haut. Tous mes clients en location, je les renouvelais, ça allait bien, tu sais. Moi, un client qui arrivait pour payer cash, mais je comprenais pas que tu payes cash. Les gens me disaient, mais regarde, le véhicule coûte 50 000 $, ben, je vais faire un chèque de 50 000 puis c'est réglé. Moi, je leur faisais le calcul, dans le fond, de combien que ça te coûtait réellement. Ton 50 000, là, c'est bien beau que tu fais un chèque, mais il ne te coûte pas juste 50 000, tu as un non-revenu à calculer là-dedans. Tu sais. Fait que, quelqu'un qui fait un chèque de 50 000, il y a d'autres argent de placer. Il sait combien que son argent il donne étant placé. Mais moi, je leur calculais j'appelle ça le TCO, le Total Cost of Ownership, le coût total d'acquisition du véhicule. Puis je disais, regarde, en financement, sur tant de temps, fois le nombre de paiements, ça te coûte ça. J'encerclais. En location, c'est le nombre de paiements fois, mettons, 48, plus la valeur résiduelle, plus taxe, ça revient à ça. Et ton achat comptant te revient à ça, plus ton non-revenu pendant 5-6 ans. Puis j'encercle les 3 totaux, puis je monte, puis c'est quoi la meilleure décision pour vous? Est-ce que ça arrivait toujours, très souvent, que c'est plus avantageux de prendre une location ou un achat versus mettre ton argent à, par exemple, 55% ou pas 55, là, 5%. Écoute, à 5%, je veux dire, ton non-revenu sur 50 000, il est 2500 $, mettons. Fait que si tu gardes ton auto 10 ans, il te coûte plus 50 000, il te coûte 75. Puis j'ai pas parlé d'intérêt composé. Je suis pas un planificateur financier, là, mais je faisais juste les chiffres grosso modo, puis ça donnait tellement d'informations claires. Quand les gens me disent qu'il faut qu'ils pensent, je veux savoir quoi faire, je veux savoir quelle option est la meilleure pour moi, mais moi, j'enlevais cette objection-là tout de suite. J'y avais calculé il y a 3 manières d'acheter un véhicule. Payer cash, financer et louer.
À partir de là, je te donne les coûts d'acquisition total de chacun des scénarios. Comme ça, vous allez pouvoir prendre une décision qui est éclairée. Je comprends. Puis est-ce que tu faisais ça toujours? Est-ce 100%. que tu recommanderais à tout le monde, 100% en fait, des clients. tout le monde qui veut payer cash, on doit essayer que tu veuilles payer de faire cash, une que tu veuilles transition. louer, que tu veuilles financer. J'explique aux clients, il y a 3 manières d'acheter un véhicule. Toujours. Je vais vous les présenter. Ah non, moi je veux pas payer cash. Ah non, moi je veux pas louer. Ah non, je veux pas financer. Je comprends ce que vous me dites. Par contre, c'est mon travail de vous donner toutes les options qui s'offrent à vous. Puis vous allez pouvoir prendre la meilleure décision selon votre situation. Mais moi, mon travail, c'est de vous donner cette information-là. Fait que si je ne vous la donne pas, je n'ai pas fait mon travail. Ouais. Et vous remarquerez, monsieur, madame le client, qu'en allant ailleurs, il n'y a personne qui va vous faire cet exercice-là. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas vous mêler. Il ne veut pas vous mêler, il veut vous l'acheter cash, il va vous faire une transaction en cash, puis that's it. Il ne veut pas se casser la tête, il ne veut pas vous mêler. Mais ça, c'est un vendeur versus un conseiller comme moi. Je vous donne les options, vous allez pouvoir prendre une décision éclairée. Moi, je fais ça 300 fois par année. Vous achetez un véhicule à chaque combien de temps, monsieur, madame le client? Ils me disent une fois par 4 ans. Voilà. C'est que moi, je vois plein de situations, plein de choses différentes, plein de clients différents. À partir de là, vous allez pouvoir prendre la meilleure décision pour vous. T'sais. Puis, dans le meilleur des mondes, on essaie de ne pas, en concession, de ne pas faire le cash deal. En effet, parce que les ristournes, malgré que les ristournes ne sont pas exceptionnelles maintenant versus à l'époque, mais quand même, les cash deals, ça met un petit break sur tous les produits financiers et tout. Exact. C'est que ça met un break sur beaucoup de choses que la directrice financière peut vendre. Je pense que c'est la job du représentant de switcher le client d'un achat comptant à un financement ou en location. Surtout le client qui est en location, qui veut payer comptant, qu'on le flippe en location. Tu viens de t'assurer que le client va revenir. Ouais. Puis tu as l'opportunité de pouvoir y vendre un véhicule dans 4-5 ans. Ouais. Dans le fond, la location, c'est comme un financement, sauf avec une porte de sortie dans 4 ans ou dans 5 ans. Quand tu parles à un client, tu dis, regarde, vous, là, si le client voulait acheter votre véhicule comptant, pour quelle raison? Ben, je veux le garder longtemps, tout, je veux qu'il soit à moi. Parfait, il n'y a pas de problème. Si vous l'achetez comptant, si vous achetez votre véhicule comptant, dans 3 ans, vous avez un accident. Pas de votre faute, quelqu'un vous rentre dans le côté. Il y a 15 000 $ de dommages. Ça va super vite, là. Mais vous avez maintenant un véhicule qui est accidenté. Est-ce que vous rachèteriez un véhicule accidenté, vous? Non. Fait que si tu loues le véhicule, ben dans 3 ans, si tu as accidenté ton véhicule, tu as le choix de juste redonner les clés. Merci, bonsoir. Parce qu'un véhicule accidenté est plus propice à avoir des problèmes dans le futur. On s'entend? Fait que tu as une porte de sortie. Si tu n'as pas eu d'accident, tout va bien, tu l'adores, tu en as moins que le véhicule, rachète-le. Mais vous allez être où dans 4 ans? On ne sait même pas dans quelle situation on va être. C'est le fun d'avoir une option A, option B. T'sais. 100%. Un autre point, je pense, qui joue beaucoup sur les ventes en concession, puis je pense qu'il est encore une problématique dans beaucoup de concessionnaires, évidemment, c'est les objections. Là. Donc, les clients ont toutes les raisons du monde de ne pas closer la vente. Puis, évidemment, la job d'un représentant ou d'un conseiller, c'est d'essayer de faire une transaction aujourd'hui. Oui, ou du moins dans un avenir le plus rapproché possible. Comment on fait, selon toi, pour contrer des objections avant même qu'ils arrivent, en fait? Là, je pense que c'est un peu ça l'objectif. Là, parce que quand ils sont là, évidemment, c'est un peu dur de se débattre avec un client qui dit non, il faut que j'en parle à ma femme. Mais là, tu t'es pris de court, tu n'as pas le choix, vas-tu deal avec ça? Puis c'est lui qui prend le contrôle de la transaction à partir de ce moment-là. Comment on peut faire pour éviter ce genre de situation-là? À la base, toutes les objections, là, si tu as fait une bonne qualification, bon accueil, bonne qualification, tu as fait ta traque comme il faut, tu n'auras pas à gérer ces objections-là. Ouais. C'est important de poser la question au client, c'est qui la personne décisionnelle là-dedans? C'est que la personne, si elle dit que c'est lui la personne décisionnelle, ben parfait. Je veux dire, à partir de là, c'est lui qui décide. Exact. Donc, de demander, poser la question. d'entrée de jeu, dire, oui. est-ce que tout le monde est ici aujourd'hui pour prendre la décision? Est-ce que c'est vous qui prenez la décision si vous achetez un véhicule? Au bon moment. Au bon moment. Ouais, peut-être pas quand il rentre dans la porte. Tu lui serres la main puis tu lui dis c'est qui la personne décisionnelle, c'est quoi ton budget? Ça marche pas. Ça, tu vas brusquer le client. Moi, si je rentre dans une concession puis un représentant qui dit hey, salut, ça va bien, c'est-tu la personne décisionnelle? C'est quoi ton budget? Je dis c'est pas de tes affaires. Cruise-moi un peu avant. Vas-y, easy. Là. Mais
Mais d'aller chercher cette information-là dans la période de ce qu'on appelle la qualification, qui, selon moi, la qualification, c'est pas juste quand tu t'assois et tu lui demandes quel modèle il veut. Là. C'est ça part de quand tu lui serres la main, la qualification commence. Apprendre son nom, apprendre de l'information le plus possible sur la personne qui est assise en avant de toi ou qui est debout en avant de toi. 100%. La personne, quand elle rentre en concession, là, sont toutes à défensive. Fait que tu rends ça easy. Faut que ça soit le fun. Est-ce que vous voulez regarder un petit peu ou vous avez besoin d'informations maintenant? On va regarder un petit peu. Parfait, tu restes pas loin, tu es prêt à répondre aux questions. Ils ont toutes des questions à un moment donné. Mais les gens ne veulent pas se faire brusquer, puis dû à la mauvaise réputation avec les années, une mauvaise réputation, les représentants, les vendeurs de chars, je peux dire. Là. Mais en s'intéressant aux clients, dans ta qualification, là, c'est important. C'est pas normal que ça fait 20 minutes que tu es avec puis tu n'as pas toutes ces informations. Tu sais pas s'il y a des enfants, un chalet dans le Nord et tout. C'est pas normal. Fait que, tu sais, dans ta qualif, tu le sais, qu'est-ce qu'il y a de besoin. Tu vas aller chercher toute l'information que tu as de besoin. Puis si tu l'écoutes bien, il va te le dire comment ils vendent le char. Puis on a déjà discuté de ça. Moi, j'arrivais à un point à un moment donné que je disais aux clients... J'étais tellement tanné de me faire dire « Ah, il faut que j'en parle à ma femme à la fin. » Même si les gens me disaient « Ah, c'est eux la personne décisionnelle. » J'amenais ça ailleurs un peu. J'étais un peu... j'étais game, mettons. Là. Le client, je disais... je parlais, j'étais encore dans le portique, on jasait de tout et de rien. Là, puis je le regardais, je disais... Vous, monsieur le client, là, c'est clairement pas votre premier véhicule que vous achetez. Hein? Le client me regardait et disait « Ben non, pourquoi? » Je dis, ben, clairement, vous savez comment ça fonctionne, ça paraît, vous posez les bonnes questions et tout. C'est pas comme le client que j'ai eu hier, qu'on fait toute la traque ensemble, je fais essayer le véhicule, donne le prix et tout, puis à la fin, il me dit qu'il faut qu'il en parle avec sa femme. Et j'étais allé dans le bureau, puis on riait de ça, mes partners. Hey, j'ai dit ça au client, mais c'est très bold, mais quand le client arrive à me dire il peut pas te la sortir. Quand il veut me dire qu'il va parler avec sa femme, là, il pense deux fois. Puis tu peux faire ça pour n'importe quelle autre objection. Tu as contré son objection avant qu'elle arrive, avant qu'il ait même pensé de te le dire. C'est bold. Ça, c'est dur, là. Tu sais, c'est parce que là, tu ridiculises quasiment son objection. Non, mais je ridiculise une objection d'un client qui est inexistant. C'est que, tu sais, je ris pas de personne, mais je pitch ça comme ça, puis les clients, c'est comme, wow, OK. C'est déstabilisant, là. Déstabilisant. Fait qu'il pense deux fois avant de te le dire, tu sais. Ou quand tu peux dire la même affaire avec, le client m'a demandé 2000$ de rabais, clairement, ça paraissait que c'était son premier véhicule qu'il achetait, là, il savait pas trop comment ça fonctionnait, tu sais. Mais c'est une bonne je continue façon, après, là, je fais comme si rien n'était, là. Le client était comme, OK, il pense deux fois avant de me donner cette objection-là. Tu brises les objections avant qu'il arrive de cette façon. C'est la meilleure manière. Parce que tu le sais aussi avec le temps, puis il y a des objections générales, puis j'imagine qu'il va en avoir des plus spécifiques dans certains cas, mais avec l'expérience, tu es capable de dire, OK, mais ça m'arrive assez souvent pour qu'il faut que je la brise avant. Il faut que je trouve une façon que, justement, d'aller chercher l'information ou du moins de savoir s'il y a besoin puis que les personnes décisionnaires sont pas tous sur place, puis que je magasine, mais faut que ma femme vienne l'essayer et compagnie, ben ça, c'est une des objections que, personnellement, j'ai eu souvent, mais une des choses qu'on demandait, qu'on disait, c'était, écoute, prends les clés, va souper avec ta femme, prends-les, allez manger avec, revenez, puis, avoir pu, j'aurais payé le souper, là, mais je l'ai déjà fait, j'ai déjà envoyé des gens à dîner, puis j'ai dit ramenez-moi la facture, puis je payais la facture. Mais pour vrai, pouvoir le faire, avoir pu le faire à ce moment-là, c'est la façon idéale. Puis ça fonctionnait quand même, allez-y, allez souper à la maison, prends le truck, va souper à la maison, puis montre-la à ta femme, il fait son affaire, fait pas son affaire, puis tu reviendras avec la réponse, là, tu sais. Mais ça, je le savais parce qu'il me l'avait dit, puis j'étais allé chercher l'information au début, tu sais. Tu pouvais... Puis c'était sûr que je l'avais dans les dents, puis j'aurais pas pu m'en sortir. Mais en l'anticipant, puis déjà pendant la démo, on fait un test drive, OK, qu'est-ce que t'en penses? Tu sors l'idée de génie, l'éclair que tu viens d'avoir, que tu fais pas ça habituellement. Puis on faisait ça, on avait fait un projet, nous, dans une concession, on avait appelé ça les essais 24 heures. Puis rendu au point que tu sais que tu ne vendras pas on the spot au client, faut que tu tombes en mode be-back. OK, parfait. Comment est-ce que je fais pour tomber en mode be-back? Tomber en mode be-back, dans le fond, là, ce qui est important, c'est OK, je ne vends pas l'auto. Comment est-ce que je peux m'assurer qu'ils reviennent me voir? Faut que tu... Je vais faire attention à mes mots. Faut que tu donnes l'information au client qui va remarquer ailleurs, que tu utilises dans la vie, toi aussi, comme représentant. Exemple, paiement aux 2 semaines.
faut que tu dises au client, tu sais, je comprends que vous voulez magasiner, c'est correct. Faites attention à une chose, par contre. Beaucoup d'endroits vont vous donner le paiement aux 2 semaines. 300 $ aux 2 semaines, c'est pas 600 $ par mois, c'est 650. Je vous donne l'information. Faites juste remarquer si quelqu'un va être assez honnête pour vous donner la vraie information. Moi, c'est important pour moi d'être transparent et vous donner cette information-là. Tout le monde travaille avec des paiements aux 2 semaines, right? Mais en donnant cette info-là, tu fais juste allumer une petite porte dans sa tête, puis il va se dire, hey, il va le remarquer, puis personne va. Puis il va jamais en parler, mais il va dire, crime, tu viens de décréditer les autres représentants s'ils osent faire ça, quelque chose qui est ultra commun dans le domaine automobile. C'est que tu montres que toi, tu es transparent, mais tu es tombé en mode be-back. Dans le fond, il va arriver ailleurs, c'est sûr qu'ils vont y faire ça, puis il va revenir, il va dire, crime, tu avais raison. Pareil comme l'affaire des coûts d'acquisition des véhicules, la location, le financement ou l'achat comptant. Quand je donnais la feuille au client, je disais, c'est correct que vous magasiniez. Je vous ai même fait une copie. Voici la feuille. Ça, c'est l'information que moi, je vous ai donnée. Regardez ailleurs, puis vous me direz s'il y a d'autres gens qui vont faire exactement la même chose que moi. Personne ne va le faire parce qu'ils ne veulent pas vous mêler, ils ne veulent pas vous donner cette information-là, puis vous créez des points d'interrogation. Tu parles de la feuille, maintenant, de Merlin? Non, je parle de la feuille de le coût total d'acquisition, le financement, la location. Le TCO, le Total Cost of Ownership. La majorité des gens ne voudront jamais te dire que ton char à 50 000 t'en coûte 75. Je n'ai jamais vu une autre personne faire ça. Moi, je faisais ça à 100% de mes clients. Chaque feuille de travail, il y avait déjà pré-imprimé en arrière, financement, location, achat comptant. Tout le monde, 100% du monde. Puis 100%, tu sais, c'est pas quelque chose. J'adore le principe parce que c'est pas quelque chose que tu peux enlever. C'est ça pareil. C'est ça chez vous, c'est ça chez quelqu'un d'autre aussi. Fait que tu amènes un point qui te donne de la validité, qui te dit que... Crédibilité. Exact. Que t'es pas là, t'es là seulement pour lui exposer les options, puis ça lui de prendre le choix. Mais le char, il coûtera pas moins cher ailleurs. Tout le monde a à peu près les mêmes taux d'intérêt ou tu sais. C'est la même chose, c'est ça. Au bout de la ligne, c'est la même affaire. Ça va revenir à la même chose. C'est qu'il faut que le client remarque que tu sais, le représentant qui veut lui vendre un char, c'est pas la relation que tu vas avoir, tu sais, parce que les pires vendeurs sont dans la transaction, les meilleurs vendeurs sont dans la relation. La réalité, c'est ça. Très bien dit. Le fait à quel point il faut que tu te donnes, faut que tu donnes du service, il faut que tu sois professionnel, il faut que tu sois courtois, il faut que tu sois fin, il faut que tu sois intéressé au client. Une fois que tu es intéressé et tout, ben, il va te donner de l'information. À la limite, si tu n'es pas quelqu'un qui est naturellement... jaseux, qui est pas first, t'es pas nécessairement dans le bon domaine, mais tu peux quand même te tirer ton épingle du jeu, tu sais. Il y avait quelque chose que j'utilisais, moi, c'est, exemple, je rencontre un client avec qui j'ai absolument aucune affinité, tu sais, puis je mets une profession random, là, j'y pose la question, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il me dit, je suis un actuaire. Je suis comme, my God, c'est quoi ça, un actuaire? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Il m'explique que ben, on calcule des risques ici et ça. Moi, je suis là avec les points d'interrogation. Tu sais, je connais pas ce domaine de 000, mais pour créer une conversation avec quelqu'un, il faut que tu utilises des filler words, des mots qui vont faire que le client va continuer à parler. Ah ouais, pour vrai? Ah ouais, c'est ça que ça fait. Waouh, j'avais jamais entendu ça. Le gars va continuer à parler. Va te donner de l'information. Puis l'information, c'est quoi? C'est le pouvoir. C'est ce qui va t'aider à conclure des transactions, développer des liens avec les gens. Parce que lui, en te jasant, tu sais, il va te parler de sa profession et tout. Ben, à un moment donné, il s'ouvre, oups, il s'ouvre sur quelque chose d'autre. Ah, ben, crime, justement, mes enfants. Ah, vous avez des enfants? Combien? Là, c'est que ça l'ouvre des portes, puis tu peux... faut que tu oublies le char un peu. Il faut que tu t'intéresses à la personne. 100%. Puis t'es plus juste le vendeur. T'es hey, le gars qui me parle de mes enfants. C'est ça, faut que tu fasses la différence. Parce que les gens, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils veulent vendre puis ils prennent des commandes. La COVID a eu un impact dramatique sur les représentants. Les gens qui ont commencé à vendre des chars pendant la COVID, là, il y avait 4 acheteurs pour une auto. Ça a créé des représentants un peu paresseux, ce qui est normal. Ce qu'on appelle des preneurs de commandes dans l'industrie. Tu étais un top gun, là. Un top gun pendant la COVID, puis là, whoop, t'arrives, il faut que je travaille, il faut que je fasse mes suivis. Wow! C'est plus la même game, c'est plus la même affaire, mais we have to wake up, parce que c'est la réalité, là, en ce moment, c'est qu'on a 4 chars pour un acheteur. C'est le contraire.
Fait que tirer ton épingle du jeu puis faire la différence avec des clients, créer des bonnes relations, c'est ça qui va faire toute la différence. Puis justement, en concession, tu fréquentes plusieurs concessions en ce moment, donc il y a beaucoup de staff. Selon toi, l'importance ou c'est quoi les éléments clés dans un staff pour faire en sorte que on a une concession en santé? Écoute, il faut qu'il y ait des gens qui ont une bonne attitude. OK. Ça part un peu de la direction quand tu engages du monde, tu engages du staff. Il faut que les gens réalisent que on les en. Je vais faire une petite rétroaction. Mon père, moi, il m'a tout le temps dit une affaire, puis on dirait que je le mets tellement en contexte aujourd'hui avec la situation. Mon père, il me disait on engage les gens pour leurs aptitudes et malheureusement, on les remercie dû à leur attitude. C'est bien. Ce qui est, je pense que à compétence égale, en fait, quelqu'un qui a moins des bonnes compétences mais une meilleure attitude qu'un autre candidat qui a des meilleures compétences mais une moins bonne attitude, je choisis 10 fois sur 10 la personne qui a une bonne attitude. C'est beaucoup plus facile de coacher quelqu'un sur les aptitudes, le produit et tout, que le coacher sur son attitude puis d'essayer de corriger son attitude. Une attitude, c'est en toi, c'est comment... Il y a du travail à faire, c'est faisable, mais c'est beaucoup plus d'investissement de temps. Ben oui. Quelqu'un qui a une mauvaise attitude que juste coacher sur la personne sur ses aptitudes. Ben oui, 100%. Parce que la personne que c'est son attitude, c'est qu'elle est comme ça dans la vie. Donc, tu changes quelque chose qu'elle est 24 heures sur 24. Tandis qu'une aptitude, c'est des connaissances. Exact. Ça s'apprend. Absolument. Absolument. Puis des fois, on veut... c'est plus difficile de trouver du staff, je dirais. Fait que c'est plus difficile de trouver du staff. Fait que ce que tu veux faire, c'est que tu vas engager quelqu'un qui est un peu prêt et tout. Moi, je suis tellement pas d'accord avec ça. Moi, j'aime ça engager, exemple, un green qui n'a pas de faux plis, puis je vais l'amener exactement où est-ce que moi, je veux qu'il soit. Quand, dans le groupe où est-ce que je suis, justement, quand on engage quelqu'un d'autre, j'ai bâti un guide d'intégration avec le support de toute la direction là-bas. Là, on a fait ça en équipe. Un guide d'intégration, c'est comme un peu la Bible d'un nouveau représentant. Quand je donne ça, une fois qu'il a terminé, il y a 13 modules dans la Bible. Une fois qu'il a terminé ça, il fait... en fait, quand il finit un module, il s'en va le faire signer à son directeur des ventes. Comme ça, il y a un quiz à la fin, il se fait corriger son quiz. Comme ça, des modules sur... Tout. Commence par la track, les objections, comment le système fonctionne, comment qu'on fonctionne dans le groupe pour les échanges, comment qu'on... C'est vraiment global, tout ce que tu as besoin de savoir pour travailler, mettons, dans le groupe. Puis, à chaque module, ça va te le faire corriger par ton directeur des ventes ou le directeur adjoint. Comme ça, tu peux suivre son évolution, puis où est-ce qu'il est rendu dans son processus de formation. Puis une fois que ça c'est fait, après ça, tu es prêt à prendre du plancher. Mais c'est comme la Bible, puis c'est moi qui fais l'intégration aux représentants. Le plus possible, en fait. Là. Je passe au travers avec lui, puis je montre comme l'ordre de priorité et tout. Tu sais, premier jour, on lui donne le guide d'intégration. Il y a un message d'accueil. Deuxième page, c'est tous les accès. Courriel, dealer portal, tous les accueils, les accès. Comme ça, c'est simple, puis c'est clair, puis on peut suivre son processus de formation. C'est drôle que tu viens de me faire allumer d'un vieux souvenir, mais chez Blainville, Mitsubishi, justement, j'avais fait un fichier Word avec tout, justement, les objections, puis les réponses et les façon de compter ces objections-là. Puis j'avais commencé justement un genre de playbook un peu comme ça, puis qui était approuvé par Renault dans le temps. Puis Mike, là, mais tu sais, quand je suis parti, ça a probablement tombé dans les limbes, là, mais je trouve tellement que c'est une bonne façon de fonctionner parce que, surtout quand tu commences, puis je suis d'accord avec toi là, que je prioriserais quelqu'un avec une meilleure attitude versus quelqu'un qui a déjà vendu des véhicules. Au contraire, quelqu'un qui a déjà vendu des véhicules, tu sais pas où il a appris à vendre, tu sais pas... Puis là, on prend le terme vendre là, parce que c'est ça qu'on fait, là, mais la réalité, c'est ça. T'apprends à vendre avec ton gestionnaire là, et avec tes pairs. Fait que si t'étais pas dans une concession avec des gens qui sont, selon moi, qualifiés ou qui le faisaient comme il faut, tu peux facilement prendre des mauvais plis. Fait que je prioriserais 100% quelqu'un qui a une meilleure attitude. Puis j'étais le meilleur exemple. Quand je suis rentré en concession, là, j'avais 0 expérience en vente. Puis ça super bien été pour mon cas, mais parce que je voulais apprendre, puis que j'étais une people person en général. Exact.
poses des questions. Puis tu t'intéresses. Exactement. Puis je m'intéressais pour vrai. Ouais. Et oui, il y a du monde que tu t'entends, comme tu dis, un peu moins ou que tu as moins un peu d'intérêt, mais malgré tout, moins je connais dans quoi tu travailles, plus ça m'intéresse, plus, plus j'ai envie d'en savoir plus parce que je connais pas ça, justement. Là, puis tu sais, le travail, l'emploi des gens, c'est quelque chose que eux, ben, ils ont un sentiment d'appartenance, c'est leur vie, ils font ça 40 heures par semaine. Fait que je peux pas concevoir que tu poses des questions puis la personne n'est pas intéressée à te parler de son travail. Mais encore une fois, c'est tout à propos du timing. Exact. Si le client rentre, puis ça fait 30 secondes qu'il est là, tu commences à le bombarder de questions, il faut que ce soit naturel. Mais les gens sont tellement... Parce que nous, on forme les gens à suivre la track et tout. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que on est sévère sur c'est important de respecter la track. À un moment donné, j'ai comme remarqué que c'était pas naturel. Il posait des questions parce qu'il fallait qu'il les pose. Il comprenait pas pourquoi qu'il pose cette question-là, mais il voulait le faire parce que ça fait partie de la track. J'ai dit, guys, prenez un step back un petit peu, là. Ayez du plaisir. Si vous n'avez pas de fun, là, ça paraît. Tu sais, il y a des gens qui... Un gars, j'ai rencontré un représentant, puis il était dans la construction avant. C'est que, tu sais, il est un peu plus cowboy, je dirais. Mais j'ai dit, ça fait ta personnalité. Il ne faut pas que tu essaies de changer. Il faut que tu sois la personne que tu es. Est-ce que tu dirais à un client, bonjour, venez par ici, je vais vous montrer le véhicule. Ça fait tellement, genre, fake, c'est pas toi. Je dis, je te dis pas de mettre des sacs dans ta phrase, là, enlève-les les sacs, là. Mais sois toi, bonjour, monsieur, madame le client, ça va bien, merveilleux, moi c'est Dominique, bienvenue chez peu importe où c'est que tu travailles. Sois toi. Tu sais, loosen up un peu, là. Aie du plaisir. Aie du plaisir. That's it. Je dis, moi, j'essaie de créer des liens avec tout le monde, que ce soit la personne qui rentre avec son manteau canuc. Je disais que son manteau, c'est le meilleur manteau qui a été fait. La personne a rentré avec une cravate, je parlais de sa cravate. En crème, je parlais de son cravate single Windsor, double Windsor. Je trouvais quelque chose. Il y a toujours de quoi à jaser avec le client. 100%. Il arrive avec une Tercel 97, là. Ben, je leur disais aux clients, attendez pas qu'à meure, vous allez attendre longtemps. Tu sais, c'est des tanks, ces chars-là, c'est pas tuable. N'importe quoi, juste pour ease the room, tu sais, faire baisser la garde, just have fun, avoir du plaisir, tu sais. Les gens sont vraiment focusés sur « Ah, je veux vendre, puis ils se mettent de la pression. » Mais aie du plaisir, puis si ça prend plus de temps pour que tu perces la carapace, mais ça prendra plus de temps. C'est pas grave, là. Laissez jamais personne vous dire « Hey, prends pas 3 heures avec un client. Hey, prends le temps que tu as besoin pour finaliser une transaction. Aie du plaisir, prends le temps que ça prend. La ligne, là, personne... Hey, je peux pas concevoir que il y a des directeurs des ventes qui vont aller te voir pendant que tu es avec un client et dire hey, tu sais, essaye de dépêcher le pas. Il y a des clients qui attendent. Hey, tu sais quoi, je vais prendre 4 heures si j'ai besoin de prendre 4 heures. Moi, je veux m'assurer de faire une transaction, donner toute l'information au client qui a besoin parce que clairement, c'est la plus grosse dépense de la vie du client qu'il fait en ce moment. Le but de l'exercice, c'est de minimiser sa dépense. That's it. Exact. Puis le podcast qui est sorti probablement avant celui qu'on est en train de tourner en ce moment, c'était avec Jenny de Bon Boss, puis on a parlé beaucoup justement de tout ce qui a rapport au staff, puis les changements associés à la nouvelle réalité suite à la COVID. Là. Comme tu dis, les représentants ont eu un peu le jeu facile pendant la COVID et suite à la COVID, là, c'était beaucoup plus facile de vendre des véhicules. On demandait juste qu'est-ce que le client voulait, puis si on l'avait, on voici, lui donnait. Il y a tant de temps. Il y a 3 mois d'attente, 6 mois d'attente, 1 an d'attente. La couleur, ben, je vais vous confirmer qu'est-ce que je vais avoir, puis vous déciderez à ce moment-là. Puis ton feeling vis-à-vis, justement, les styles de gestion, c'est quoi versus... même avant COVID, là, je pense que l'industrie a changé beaucoup, mais un bon gestionnaire, comment ça gère aujourd'hui? Si tu avais à conseiller, là, je m'excuse Renaud et Mike si vous écoutez, là, mais si tu avais à décrire une bonne façon de gérer un concessionnaire, un petit peu plus high level, si t'es pas un représentant, mettons, si t'es un directeur, puis que tu veux aider tes représentants à mieux faire, comment tu vois ça aujourd'hui? En fait, longtemps, ça a été... On entendait des gens qui vendent des business B2C, mettons, le business to customers. C'est un dealer qui vendait un client. Un client. Exact. Moi, je pense que le B2B, B2C, toutes ces affaires-là, c'est quelque chose de concret. Je veux dire, c'est un style de business, mais je pense que la business la plus importante en ce moment, c'est le H2H, c'est l'humain à l'humain. Le représentant, il faut qu'il soit humain. Il faut qu'il parle avec le client et qu'il soit intéressé. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Il faut que tu crées des liens avec les clients.
Aujourd'hui, c'est comme ça que tu vas vendre des autos. Maintenant, là, tout est automatisé. Mhm. Il y a moins de postes parce que tu peux centraliser dans un système, puis tu veux t'assurer de la conformité Mhm. de tout. Dans le fond, tu veux t'assurer de la conformité. Ouais. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, là, c'est que quand tu t'assures de la conformité, tu enlèves le côté humain. Ce qui va faire en sorte que tu vas garder ton travail, c'est que tu es quelqu'un qui est aimable, qui est gentil, professionnel, puis qui va faire la différence. Tous les propriétaires de concessions rêvent d'avoir un représentant qui vend 150 chars par année, puis qui ne prend pas de plancher, Mhm. puis qui travaille 20 heures par semaine. Ouais. Au bout de la ligne, à un moment donné, tu peux être rendu là. Tu ne prends pas de plancher, tu ne prends pas de clients aux autres représentants. Mhm. Tu fais ton horaire, mais je pense que c'est le but de. Ça devrait être le but de tous les représentants. Moi, revenir en concession, je retournerais représentant, puis je vendrais des chars, puis je gérerais mon petit pied carré. La manière de. Puis je gérerais juste mes affaires. Être un propriétaire d'entreprise d'une concession automobile en ce moment, il faut coacher les représentants à s'intéresser aux clients, puis à être humain avec eux. C'est la clé. Je suis totalement d'accord. Puis, mais quel défi tu penses qu'ils ont les directeurs aujourd'hui? Maintenant qu'on regarde plus un directeur des ventes ou un directeur général, euh, parce que la gestion d'un concessionnaire a changé beaucoup. Avant, tu sais, on était beaucoup dans une culture de hey, tu sais, C'est ça qui est ça. c'est ça qui est là. Tu sais, on a ça à faire, on a un target, let's go. Puis qui manquait beaucoup le côté humain que tu parles. Est-ce que tu le vois, le changement un peu apparaître à travers les concessions? Est-ce que tu sens les gestionnaires devenir un petit peu plus humains lorsqu'ils travaillent avec les représentants, ce qui était plus ou moins le cas avant? Tu sais, C'est un autre game tu maintenant. faisais pas l'affaire ciao bye. Tu sais, aujourd'hui, j'ai l'impression que les concessionnaires doivent, et certains se concentrent un petit peu plus sur le côté gestionnaire, non pas juste gérer les chiffres ou gérer des ventes. Tu sais. C'est pour ça Tu qu'il y a, gères des, les il y a humains. différents échelons, il y a différents postes. Tu as les représentants, après tu as un directeur adjoint, directeur des ventes, directeur général des ventes, après tu as un directeur général, puis après tu as les propriétaires, puis la haute direction. C'est pour ça qu'il y a des échelons. C'est un directeur général d'une concession. Mettons, je parle en général. Mhm. C'est plus des gens de fixe. C'est des gens qui vont plus être, mettons, OK dans les chiffres et tout. Un directeur général des ventes, tu es supposé être plus humain un petit peu. Mais je dis pas que les directeurs généraux sont pas humains. C'est que leur poste, c'est que les représentants n'ont pas, ils relèvent pas de eux. Ouais. Faut que tu saches bien le déléguer. Puis il faut pas que personne passe par-dessus personne. Ça, c'est la clé. Sinon, tu vas décréditer tout ce que les gens en bas de toi font. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu as le directeur général qui s'en va dire quelque chose à un représentant, exemple, ou une consigne, quelque chose comme ça, dis-le à ton directeur des ventes, lui va aller donner l'information. Sinon, tu vas décréditer qu'est-ce que ton directeur des ventes va faire. Puis les représentants vont vouloir aller parler au directeur général. Exact. C'est pas normal. Il y a une hiérarchie un petit peu à suivre, là. Mais en fait, avant, c'était vraiment, vraiment comme ça. Aujourd'hui, un petit peu moins. Tu vois des directeurs généraux qui ont commencé représentants, ils ont monté directeur des ventes, directeur général des ventes, directeur général, sont encore connectés sur le plancher. Ce qui n'était pas le cas avant. Tu avais des vieux de la vieille, le directeur général, il y a un monsieur de 65 ans, que lui, il n'a pas parlé à aucun représentant, ça fait 30 ans. Je veux dire, tu peux pas t'attendre à ce qu'il arrive sur le plancher et qu'il fasse la différence avec le représentant. C'est deux générations complètement différentes. Mais aujourd'hui, moi, en tout cas, dans mon temps, les directeurs généraux, c'était des personnes d'un certain âge. Aujourd'hui, je regarde ça, puis on dirait que l'âge descend tout le temps. Les gens sont de plus en plus jeunes, sont de plus qualifiés, de plus en plus jeunes. Tu sais, t'apprends tellement de choses. Maintenant, tu as l'Internet qui est tellement... Tu peux être autodidacte dans n'importe quel... dans peu importe le poste. Mais comme je dis, quand je disais tantôt age to age, human to human, c'est autant les représentants envers leurs clients que c'est les directeurs des ventes envers leurs représentants, puis les directeurs généraux envers leurs directeurs des ventes. Faut investir dans l'humain et non dans le poste. C'est mon Puis ce qui est vrai pour un conseiller envers un client est aussi vrai
directeur des ventes envers son représentant. Tu sais, tout ce qu'on a 100%. mentionné tantôt, faire valoir la relation, s'intéresser à la personne, comprendre la problématique ou pourquoi cette personne, tu sais, oui, la personne a bien travaillé, mais la personne a une vie, ça se peut que ça va pas si bien dans certaines Absolument. sphères, puis d'être conscient de ça, puis c'est super important, puis je pense que l'avenir s'en va là, t'as plus le choix, tu sais, des directeurs qui font juste diriger, comme on dit, je Ouais, pense que ça s'en va en extinction, puis absolument. un conseiller ne se set up pas pour avoir du succès si on laisse quelqu'un gérer comme ça. Puis je pense que ça brime le reste des relations aussi. Tu sais, ça teinte beaucoup l'attitude de toute l'équipe. Tu sais, Absolument. si le top de la grappe est pas humain, je pense que tout le reste de la grappe, c'est dur. Tu sais, ou il y en a un là-dedans qui mange la claque, tu sais, qui Ouais. lui prend le hit pour tous les autres, puis il décide de l'être pour le reste, là, mais c'est très difficile, je pense. Je suis 100% d'accord. Tu sais, être humain, moi, j'ai eu j'ai des dirigeants d'entreprise qui m'ont déjà appelé puis m'ont dit, hey, tu sais, il y a telle personne, c'était un Top Gun avant, depuis les 4-5 derniers mois, n'est plus l'ombre d'elle-même. Mhm. Va la rencontrer et tout. Finalement, je rencontre la personne, puis tu sais, je gratte un peu, puis il y avait des choses relativement dramatiques qui se passaient dans sa vie personnelle. Puis tu sais, autant que je donne la formation, que j'étais un peu un coach là-dedans, tu sais, de juste, je suis quelqu'un qui est neutre. Je suis pas un employé de l'entreprise, je suis un sous-traitant. C'est que les gens, des fois, vont avoir une petite facilité plus à s'ouvrir à moi. Quelque chose qu'un directeur des ventes va répéter à un représentant versus moi qui le dis après, c'est la même information, c'est juste dit d'une façon un peu différente ou dit par une personne différente. Ça fait toute la différence. Le même principe avec mes enfants s'applique. Et les miens aussi, je te le confirme. C'est exactement pareil. Là. Mais tu sais, c'est comment tu peux. Ma mère, elle me disait quand j'étais jeune, elle dit tu peux tout dire, il y a une manière de le dire. Ouais. Tu peux aller chercher toute l'information que tu as besoin, mais pose les bonnes questions, mais intéresse-toi à la personne qui est devant toi. Si la personne, tu vois qu'elle n'est pas dans son assiette, là, faut pas que tu essaies de donner des techniques de vente et tout. Ça va plus loin que ça. Là. Vraiment. C'est plus juste une affaire de ah, parfait, ben, je vais te donner des techniques pour plus closer tes clients. Non, wait. On va faire on va revenir en arrière un petit peu. Là. C'est quoi la différence versus les 4 derniers mois? OK, là, tu grattes. Des fois, tu trouves des bobos que la personne ne savait même pas qu'elle avait. Tu sais. Ouais. Puis ça revient toujours au principe d'essayer de ne pas. C'est valable pour la majorité des choses dans la vie, là, mais d'essayer de ne pas mettre un plaster versus essayer de régler les problèmes à la source. Le guérir, exact. Mais t'es pas là pour régler les problèmes de tes représentants ou de tes directeurs, mais ça fera pas de tort de comprendre la réalité de quelqu'un puis de travailler en conséquence. Si la personne ne file pas puis que son taux de closing descend, c'est pas en lui donnant des meilleurs trucs de closing que tu vas augmenter son Faut que closing. tu retournes à la source de Exact. qu'est-ce qui fait en sorte qu'il va pas. Moi, j'avais un directeur des ventes, la personne qui a fait le plus gros impact dans ma carrière dans la vente automobile, c'est Carl Pelletier, je le salue en passant. Carl, c'est un gars qui était très, très, très humain. Devenu un ami avec le temps, puis si ça allait pas, ben, à un moment donné, ben, il s'assoyait avec moi et disait « Qu'est-ce qui va pas? Parle-moi, chum. Qu'est-ce qui se passe? » Puis à un moment donné, là, tu t'ouvres, puis tu parles, puis là, lui, c'est quelqu'un de neutre. Si, mettons, quelque chose qui va pas bien dans ma vie personnelle, lui, il est 100% neutre par rapport à ça. Il est pas les deux pieds dedans. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que quand tu as le nez collé sur l'arbre, c'est que tu vois pas la forêt. Ouais. Puis lui, qui était une personne externe, comme moi, je suis la personne externe dans les concessions où est-ce que je travaille, mais moi, je peux voir une vision globale, externe et très neutre de la situation. Fait que lui, Carl, il me parlait, puis il mettait le doigt sur le bobo, puis il me disait pas comment le guérir. Il me donnait son opinion. Puis à partir de là, je faisais ce que je voulais avec son opinion. Puis pareil, comme je fais avec les clients quand je les rencontre, je leur donne mon opinion sur c'est quoi la meilleure avenue à aller. Mais à partir de là, c'est sa décision. Je ne vais pas prendre de décision pour eux. Tu sais. Est-ce que tu conseillerais, c'est quelque chose que ça fait assez longtemps que je suis pas en concession que je sais plus trop comment ça fonctionne. Là. Ben, pas comment ça fonctionne, mais est-ce que ça se fait encore beaucoup? Mais est-ce qu'il y a beaucoup de focus group que tu vois? Ou est-ce que à quel point tu impliques, mettons, les représentants dans une décision managériale ou est-ce que les directeurs, tu recommanderais en fait que les directeurs, par exemple, s'assoient avec tous les représentants une fois par semaine, une fois par mois, une fois 2 mois, faire des bulletins au trimestre ou c'est quoi la relation? Comment on peut améliorer en fait la relation entre un directeur et ses représentants pour essayer de mieux avoir ce feeling-là ou d'être mieux connecté avec son équipe? Rencontrer un représentant, mettons, chaque jour, je pense que c'est trop. Chaque semaine, je pense que c'est trop.
Je parle de façon individuelle. Je pense qu'une fois par année, c'est un must. C'est un must. À la limite, à chaque trimestre, une rencontre individuelle, mais à chaque semaine, un meeting. Avec l'équipe des ventes. Avec l'équipe des ventes. Ventes et FNR. OK. Chaque lundi matin, nous, c'était à 8h15, meeting jusqu'à 9. Un round table, parle de qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée. On est rendu dans le mois. Combien de véhicules il manque pour faire les objectifs. Puis tu sors ton log d'achalandage. Puis tu sors les clients. Hey, Monsieur Landry, il se passe quoi avec lui, Dom? Ah, si, ça. Tu sais, tu allumes les gens, tu sais. Ouais. Puis tu leur expliques qu'on a un objectif qui est atteignable. On est loin, on n'est pas loin. On va prendre les bouchées doubles et tout. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous aider? Tu montres que tu es présent. Puis le but de l'exercice d'un directeur des ventes, là, c'est que tu veux vendre des chars. Tu veux aider les représentants à faire de l'argent. Ouais. Fait, s'ils ne viennent pas te demander d'aide, ça va pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas ouverts, ils sont pas... Ils sont peut-être pas à l'aise. Ils sont peut-être pas à l'aise, mais ça, c'est très problématique. Il faut qu'ils viennent te voir. Faut soit impliqués dans les transactions. Maintenant, les directeurs des ventes, en tout cas, dans les dernières années, les directeurs des ventes avaient des charges de travail qui étaient énormes. C'était pratiquement des directeurs généraux. Ouais. Je pense qu'un directeur des ventes, tu devrais être là à desquer les transactions, puis à faire des chiffres, puis la paperasse, ben, ça devrait aller ailleurs, tu sais. Mais ça se peut qu'il y a des grosseurs de concessionnaires qui exact. que c'est plus difficile à faire, là. 100%. Mais moi, quand je regardais Carl Pelletier chez Acura de Laval, à quel point il était overwhelmed, il gérait tout comme un king, là. Mais la charge de travail était gigantesque, il travaillait comme un directeur général, là. C'était ça, là. Tout était pelleté dans sa cour, puis il le gérait. Mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça vient lourd, là. Ça vient très, très lourd pour un directeur. Merci, Dom. Merci d'avoir pris le temps de revenir avec moi. Mon ami. Si des gens qui écoutent aimeraient faire affaire avec toi dans le futur ou avoir des conseils de ta part, comment on peut te rejoindre? On peut me rejoindre via mon site internet sur www.topsellingtips.com. On peut l'écrire dans la description peut-être. Ouais. Vous pouvez suivre les médias sociaux aussi. Puis ça va me faire plus que plaisir. Envoyez-moi un courriel, puis je suis ultra ouvert. Si je peux donner un coup de main à quelqu'un, puis l'aider à l'évolution dans sa carrière, ça va me faire plus que plaisir. Puis à la limite, si moi je peux apprendre quelque chose d'eux aussi, ben c'est quelque chose qui m'intéresse énormément aussi. Perfect. Un gros merci. Yes sir, madame. Salut.